arrivés en Monténégro. Donc moi, je me suis interrogée sur plusieurs choses et je vais repartir très loin en arrière. En 1818, 1019, des citadins sont raptés par des Turcs ghaznavides et sont plus tard vendus comme esclaves sur les marchés du Khorasan, qui se trouve à peu près à cet endroit, juste au sud de la mer Caspienne. Il faut savoir que le Khorasan était un important centre de vente d'esclaves. 1385 en réalité, donc par 86, c'est 367 ans plus tard, des esclaves d'origine indienne sont donc donnés à un monastère qui se trouve donc en Monténie, sous vassalité des Turcs ottomans. Troisième, alors je me suis posé la question, y a-t-il un lien entre ces esclaves raptés par les Turcs ghaznavides et ceux qui, sous domination des Turcs ottomans, arrivent toujours aussi d'origine indienne? Il y a aussi, un petit peu avant, on sait que ces gens d'origine indienne se trouvaient en Crète, à Candie. Or, Candie, c'était un comptoir vénitien, un peu plus tard Nauplie, puis Modon, donc des comptoirs vénitiens, comme tout le monde le sait, de grands trafiquants d'esclaves. Je me suis posé la question, est-ce que tout ça pouvait avoir un lien? Donc, je me suis dit, dans le Khorasan, qui, à cette époque-là, aurait eu besoin d'esclaves et pourquoi faire? Alors, je vais d'abord vous parler de l'esclavage en terre d'islam, puisque nous sommes en terre d'islam, dans le Khorasan, et ensuite du contexte historique. Alors, en terre d'islam, un esclave, il y a des préceptes coraniques très clairs, un esclave ne peut être capturé que hors du Dar al-Islam, c'est-à-dire en dehors des terres d'islam, dans le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, et il ne peut pas être al-Kitab, c'est-à-dire il peut être du livre, c'est-à-dire il ne peut être ni chrétien, ni juif, ni bien sûr musulman. Alors il faut savoir que ça c'est un précepte du Lévitique, en fait, on retrouve dans le Lévitique, qui dit « C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. » Donc le Coran n'a pas... Bon. Alors, il faut savoir que quand même plus tard, on a bien réduit quand même en esclavage des chrétiens et de mauvais musulmans comme les berbères. Voilà. Alors, juste un petit mot sur l'Inde. En Inde, il n'y a pas à proprement parler d'esclavage, puisque le système des castes induit forcément la servitude de plus de 80% de la population indienne, puisque les Shudras et les Dalits sont de toute façon au service des classes des trois Varnas, des trois classes, dont les trois Varnas dominent. Donc il n'y avait pas à proprement parler de trafic d'esclaves en Inde. Il a bien fallu aller les chercher. Alors, le statut d'esclave, qu'est-ce que font les esclaves? On est loin des champs de coton des États-Unis ou des champs de canne à sucre du Brésil. Les esclaves sont dans l'islam surtout et d'abord capturés pour devenir des soldats. Ils sont aussi des artisans. Alors, dans les soldats, vous avez éventuellement des cavaliers, vous arrivez même à avoir des officiers très haut placés, vous avez des fantassins et vous avez des logisticiens. Je vous expliquerai plus tard. Alors, un artisan, vous avez des tas d'artisans, ils sont très prisés, ils peuvent posséder d'ailleurs leur propre entreprise. Et puis, donc, il y a aucun. Et puis, vous avez les domestiques. Donc, n'importe quel pauvre a son esclave. Ceux qui en ont plus sont plus riches et l'État peut en avoir beaucoup plus, les califes, etc. En tout cas, un grand client du Khorasan, c'était le calife de Bagdad, qui avait besoin de centaines de milliers d'esclaves. Voilà. Alors, l'esclave peut être prêté, vendu ou les deux. Hein, c'est un bien aussi. Alors, il faut savoir que les esclaves sont systématiquement maintenus à l'écart. Il faut qu'ils soient déracinés et sans attache. Il faut qu'ils restent dans l'ignorance de la langue de leur maître et dans celle du pays de condition. Les mariages mixtes sont interdits et comme ils ne sont pas musulmans, il faut qu'ils aient des signes vestimentaires distinctifs. Pour tout non-musulman d'ailleurs, c'est la... Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a eu carrément des quartiers ou des villes qui ont été construites uniquement pour loger les esclaves, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être trop... Alors, ils doivent quand même, ça me dit l'historien Claude Cahen, donc l'islam est une société à esclaves, mais la charia prévoit un certain nombre de mesures d'humanité. Donc ils doivent être traités avec justice. Alors
ça c'est dans le Coran, vos esclaves sont vos frères, quiconque dispose de l'un de ses frères de le nourrir, ce dont il se nourrit lui-même, et le vêtir de ce dont il se vêt lui-même. Ne lui demandez pas ce qui dépasse leur capacité, et si vous le faites, alors aidez-le. Quiconque tuera son esclave, nous le tuerons. Quiconque rasera son esclave, nous le raserons. Quiconque émasculera son esclave, nous l'émasculerons. Nous verrons que chez les Ottomans, ça ne les a pas gênés pour faire des dizaines de milliers de nus. Mais enfin, voilà, c'était quand même des grands préceptes. Alors, l'affranchissement est tout à fait prévu, recommandé, mais pas vraiment encouragé. Alors, l'affranchissement implique une conversion obligatoire à l'islam. Il y a même trois sortes d'affranchissement. Le premier, il est gratuit, puisque dans l'islam, quand on commet une faute, par exemple on tue quelqu'un, etc., pour se racheter, il est recommandé d'affranchir des esclaves. Donc, mais il faut qu'ils soient convertis de toute façon à l'islam. Vous avez une autre forme d'affranchissement qui est celui du paiement de la mukataba, qui est en fait un contrat d'affranchissement. Donc, rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux les qualités et donnez-leur des biens que Dieu vous a accordés. Donc, en fait, tout esclave qui désire être affranchi peut en faire la demande. Elle est prise obligatoirement en considération, et s'il a du mal, alors il peut travailler à l'extérieur pour pouvoir payer cette mukataba, et s'il a du mal à le payer, la zakat, qui est l'aumône, je dirais l'aumône légale, pourra lui servir. Donc dans le Coran, les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, et pour l'affranchissement des esclaves. Voilà. Alors, il a existé des formes d'affranchissement massif d'esclaves, comme par exemple en Iran, où la population s'est rapidement toute convertie. C'était pas gérable de conserver tout le monde en esclavage. Ils sont devenus, donc l'esclave qui est converti et affranchi reste client de son maître, dans le sens de clientélisme, et il fait partie de la tribu, de la famille. Et donc, massivement, les Iraniens, par exemple, se sont convertis à l'islam, donc ont été affranchis en bloc et ont constitué une classe sociale qui s'appelle les Mawali. Voilà. Alors ça, c'est pour aller assez vite sur l'esclavage. Et maintenant, je vais vous parler du contexte historique. Je vous ai donc parlé de ces Turcs, Ghaznavides, ces Turcs ottomans. Alors, qui sont donc ces Turcs qu'il faut entendre comme, on dirait, les Latins, les Mongols comme les Germains et les Tungus comme les Slaves, par exemple. Donc, il ne s'agit pas des Turcs de Turquie, dont je vais vous parler dans un premier temps, mais bien des Turcs d'une façon générale. Ils se partagent la steppe, ce sont des millions et des millions et des millions de kilomètres carrés, voilà, des steppes d'Asie centrale. Ce sont des nomades pastoraux qui élèvent des moutons, des chevaux par millions, des chameaux, des bœufs. Ils vivent en horde, et ils se déplacent avec des attelages, avec des roulottes très bien installées, où les femmes tissent des tapis, puisqu'on ne sait faire que deux choses. On ne sait faire que des tapis, grosso modo, du feutre, et des flèches et des arcs. C'est-à-dire qu'on sait forger et on ne sait faire que ça. Et on vit sous la tente. Alors, il faut savoir que c'est des climats épouvantables. Il fait d'une chaleur atroce l'été, un froid épouvantable l'hiver, et souvent ces steppes sont gelées ou brûlées, et quand on se retourne vers le sud, qu'est-ce qu'on voit? La Chine, l'Inde, la Perse et Byzance, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire les villes. Et on va envahir régulièrement. Il faut savoir que la Grande Muraille de Chine a été construite en défense contre les Huns, mais que tous ces Turcs, dont les Veils qui ont dominé la Chine pendant plus de 400 ans, les Ghaznavides qui ont donc été dans le nord de l'Inde, les Seljoukides d'après, les Timurides, donc Tamerlan, les Moghols d'Inde qui ne sont pas des Mongols mais des Turcs, les grands Moghols, et puis les Ottomans. Alors, par exemple, la dynastie Mandchoue qui a régné jusqu'au dernier empereur de Chine, c'était des Tungus, pour vous donner une idée. Puis il y a eu Gengis Khan, un grand Mongol. Voilà. Alors, l'Empire turc. Alors, il faut savoir que quand ils arrivent comme ça, oui, voilà. Alors, et bien, comment ça fonctionne? C'est qu'ils ont une force extraordinaire, c'est leur cavalerie. Ils ont des armées monstrueuses. Ce sont des avancées de forteresses, des forteresses en marche. On avance avec femmes, enfants, moutons, chevaux. Il faut savoir que chaque cavalier a entre 3 et 10 montures, et qu'à l'arrière, nous avons des logisticiens. Nous avons des gens pour bien sûr monter les campements, pour les protéger, mais aussi pour se soigner les chevaux.
Alors, quand ils arrivent, par exemple, il faut savoir qu'en même temps que la horde avance, la steppe avance. Dans le nord de la Chine, ils arrivent, une fois qu'ils ont mangé des salades et les choux des Chinois et leurs champs de blé, ben, ça ne repousse pas. Donc il faut que ce soit de la steppe. Parce que c'est comme si la flotte américaine n'avait plus de carburant, plus de kérosène, les chevaux ont besoin de manger. Et s'ils ne peuvent pas manger, eh ben, les conquêtes ne peuvent pas se faire. Voilà. Donc, la force, voilà. Alors, selon le grand turcologue, je dirais Jean-Paul Roux, est turc celui... Parce que ce n'est pas une ethnie, il y a des Turcs blonds, des Turcs qui ont un type mongoloïde, etc. Et Turcs qui parlent la langue turque, à l'exception, et pas des moindres, des Ghaznavides et des Seljoukides, dont la langue officielle fut le persan. Et donc, ils furent les plus grands propagateurs. Alors, les Turcs Ghaznavides, vous en avez tous entendu parler par Mahmoud de Ghazni. Donc, ces Turcs parlent bien. Dominent le Khorasan. Alors je ne vous expliquerai pas pourquoi ils le dominent, parce que sinon j'irai trop loin, les Samanides, etc. Mais ils vont rappeler des esclaves à Carouge. Et qu'est-ce que Mahmoud veut? C'est se construire des palais extraordinaires. Encore une fois, les Turcs ne savent rien construire. Donc, ils ont besoin de gens, d'artisans très qualifiés. Alors, il fait venir donc les esclaves. Hein, on a vu le rapt de Kanouch. Et il en envoie une partie, certainement. Une partie a dû rester à Ghazni ou à Kaboul, dans le Khorasan, qui est un important marché aux esclaves et dont le client numéro 1 est le califat de Bagdad. Alors, il faut savoir que ce n'est pas uniquement les Tamerlan, par exemple, son grand truc, c'est qu'il massacre tout le monde, sauf les artisans qualifiés, qu'il envoie à Samarcande pour embellir ses palais. Et voilà, donc ça, et en plus, bon, en bon musulman qu'il est, il va bien rapter des gens qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, et dans le Dar al-Harb. Alors arrive un troisième larron, parce qu'en fait, toute cette région, la Transoxiane qui se trouve près de la mer d'Aral, au-delà de la rivière Oxus, qu'on appelle aujourd'hui la Moudaria, au nord il y a le Sirdaria, la Moudaria, maintenant la mer d'Aral est beaucoup plus petite, mais en tous les cas, c'est là que se trouve la Transoxiane. Et au sud, nous avons le Khorasan. Alors, il faut savoir que la Transoxiane appartenait à une autre dynastie turque qui s'appelait les Karakanides. Et ces Karakanides et les Ghaznavides ont hérité, en fait, une dynastie iranienne, les Samanides. Donc, toute cette région est fortement iranisée. On parle persan, bien sûr. Donc, les humbles pasteurs seljoukides vont demander de faire paître leurs troupeaux, eux, ils sont en Transoxiane, dans le Khorasan. Et voilà, nos simples pasteurs. Alors, il faut savoir qu'ils ont été islamisés et iranisés au Xe siècle, donc c'est très récent. Et c'est à peu près vers 1025 qu'ils vont demander à passer. Et en 1030, Mahmoud meurt. Et alors là, nous allons à la conquête d'un vaste empire. D'abord, ils vont aller à Bagdad pour libérer, alors ce sont des musulmans sunnites très, très convaincus, et ils vont aller libérer le calife de Bagdad, le calife abbasside, qui est sous la pression des bouyides, qui sont des chiites. Enfin, je ne vais pas non plus retracer toute la querelle entre le chiite Ali, le parti d'Ali et les sunnites, mais ils vont aller à Bagdad en 1055, ils sont là-bas, et ils vont le libérer. Et là, le calife le fait sultan. Donc il s'appelle Tughrul Beg, c'est un Seljouki. Puis, leur idée, c'est d'aller au Caire, pour aussi combattre les Fatimides, d'autres chiites. Mais tout ça inquiète fortement le Basilius, c'est-à-dire l'empereur romain d'Orient, Romain Diogène IV, qui va masser 200 000 soldats dans la région de l'Arménie à peu près, c'est-à-dire près du lac de Van. Là, il va y avoir une bataille absolument décisive, 1071, la bataille de Manzikert, ou Malazgirt, où les 50 000 Seljoukides, qui ne sont pas tout seuls, qui ont entraîné avec eux des tribus turkmènes, pas iranisées, islamisés à peu près, mais pas forcément. Et ils vont donc capturer, rien que ça, l'empereur romain d'Orient. Et ils vont ensuite négocier sa libération. Contre quoi? Eh bien, l'installation en Anatolie. Et on va carrément leur offrir comme capitale Nicée, juste en face de Constantinople. Ça va émouvoir, bien sûr, l'Occident. Et c'est le déclenchement de la première croisade. Donc les croisés vont arriver à Nicée, vont les déloger, et ils vont partir s'installer à Konya, plus à l'intérieur des terres. Alors bon, grosso modo, là on voit mal, la mer d'Aral, donc je vous passe les péripéties, mais il y a eu une grosse bataille contre les Ghaznavides, ils ont gagné contre les Ghaznavides à Merv, ils descendent donc à Bagdad, ils remontent là, ici, à Manzikert,
et ils vont s'installer ici, donc en Anatolie, en Asie mineure. Alors, ils vont créer ce qu'on appelle le sultanat de Roum. Roum en arabe ou en persan, Roumi, ça veut dire les Romains, tout simplement les Grecs, les Byzantins, les chrétiens. Et ils vont se sédentariser, très important. La capitale est Konya, la langue officielle est le persan, et les langues véhiculaires sont le grec et l'arménien, puisque la population de base grecque et arménienne n'est pas partie. Les Arméniens, par contre, se sont glissés vers le sud. Ils étaient donc en véritable Arménie, puis ils sont arrivés dans ce qu'on appelle la petite Arménie. Il y en avait déjà bien avant. Oui, mais enfin là, c'est le gros... voilà, donc c'est ici. Alors, on note. Voilà. Alors, c'est dans ces régions que s'était implantée, enfin l'Asie mineure, cette fameuse secte manichéenne des Latins. Voilà. Alors, après tout va se calmer, ils vont s'installer durablement. Il faut savoir que les Seljoukides ont été aussi dans le sud de l'Iran, mais ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu d'implantation de population turque dans ces régions. La seule implantation s'est trouvée exactement à cet endroit-là. Alors, ils vont développer un commerce extraordinaire. Ça, c'est un caravansérail, c'est-à-dire, j'allais dire, les centres commerciaux, des hypermarchés, où viennent des gens avec des caravanes et vont déballer leurs marchandises. Et il faut savoir que les pèlerins qui allaient en Terre Sainte étaient très friands de choses orientales, et les bondieuseries des orientaux plaisaient beaucoup dans les églises de tous ces pèlerins qui venaient en Terre Sainte. Et alors, il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils vont confier le monopole de leur commerce maritime aux Vénitiens. Voilà, et c'est exactement dans ces comptoirs vénitiens, à peu près à cette époque-là, que nous allons avoir la première présence reconnue, attestée, de gens d'origine indienne, en Crète, à Nauplie et à Modon. Voilà. Alors, ensuite, il y a de péripéties, les Mongols, Gengis Khan arrive par l'Est, et il va pourchasser, massacrer, enfin c'est inimaginable, et des tribus turkmènes, non persanisés, donc ils ne parlent que turc, vont venir demander asile au sultanat de Roum et vont s'implanter. Il va leur donner des petits émirats, des beylikats, et une d'entre elles va s'installer là en 1225. Alors, les historiens ne savent pas si elle est venue dans la première vague avec les Seljoukides, cette tribu turkmène, ou si elle est arrivée au moment des invasions mongoles. Toujours est-il qu'ils étaient installés à l'est, et puis on leur confie à l'ouest. Et il s'appelle Osman, le fondateur de cette tribu. Et ces gens-là, qui sont des Turkmènes, qui ne parlent que turc, vont devenir les Ottomans, l'Empire ottoman. Donc, jusqu'à cette période-là, on parle persan dans cette région d'Anatolie. Alors, l'expansion ottomane va aller très 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 vite, puisque en 1353, ils sont déjà sur le sol de la Roumélie, enfin la partie d'Anatolie, on l'appelait la Romanie, et ça c'est la Roumélie. Ils vont s'implanter dès 1353. En 1389, c'est la bataille de Kosovo-Poli, la grande bataille, et là, il va y avoir donc, vous le savez, des tas de trucs. Et ils ne prendront Constantinople que 100 ans plus tard, 1452, à partir de leur implantation sur le sol. Voilà. Et c'est à ce moment-là, à peu près, dans ces périodes-là, qu'on va signaler pour la première fois dans une région sous vassalité ottomane, donc des gens d'origine indienne, on ne sait pas à l'époque, on le saura plus tard, puis en Moldavie, et puis en 1500 et quelques, on sait que le recensement ottoman recense une population rome, enfin indienne, d'origine indienne, je vais dire, extrêmement importante, puisqu'elle arrive à être même jusqu'à 17% de la population de certaines villes. Voilà. Alors je me pose un certain nombre de questions. Les Seljoukides, après avoir étudié tout ça, je me dis, les Seljoukides ont-ils été le vecteur de la migration des proto-roms vers l'Anatolie? Les dates, les lieux, les routes et les langues coïncident. C'est des possibilités. Ces gens-là étaient-ils leurs esclaves? Moi, je pense que oui, parce qu'ils ils avaient besoin d'artisans qualifiés. Un affranchissement collectif était peu probable. Et ce savoir-faire des Indiens qu'ils avaient tant recherché, parce qu'il faut savoir qu'après, pour trouver des esclaves, c'est soit l'Afrique de l'Est, soit les Kipchaks, qui, pareil, ne sont pas artisans, ne savent rien faire. Enfin, rien faire, entendons-nous, hein, ils sont... Voilà. Et alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école pour faire de l'apprentissage, et qu'un savoir-faire d'un artisan indien se transmettait dans sa jati. Donc la jati, les castes, il ne faut pas confondre avec les varnas, les castes. Voilà, donc...
ils n'avaient pas intérêt à affranchir des esclaves qui avaient des compétences irremplaçables. Voilà. Alors, a-t-on encouragé leur conversion à l'islam et par conséquence leur éventuel affranchissement? De la même façon, je ne pense pas, et la plupart des indications ne le disent pas. Alors, le terme d'Athenganoi ou Athenganos qui désigne les hérétiques, les païens en général, l'était-il aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on n'a pas à employer ce mot? Et y aurait-il eu fusion avec le mot Chigan qui signifie un pauvre air, quelqu'un de pauvre en vieux turc? Ce sont que des questions que je me pose. Alors, les compétences de beaucoup de Roms, Sinti et Calais dans le soin des chevaux auraient-elles acquises au contact des Turcs? Parce qu'en Inde, il n'y a pas de chevaux, donc c'est pas là-bas qu'ils ont appris à soigner les chevaux, et ce sont des gens qui soignent, tout le monde le sait très bien, les chevaux. Le soi-disant nomadisme est-il une acquisition turque? Parce qu'en fait, il n'y a pas plus nomade qu'un Turc sur la terre, j'allais dire. Et puis, il y a autre chose aussi qui me pose question. Les Turcs sont absolument fascinés par les arts divinatoires, et la transmission de la palm mystery, qui vient des Védas déjà en Inde, a-t-elle été encouragée, puisqu'au XVe siècle, en arrivant en Europe occidentale, les femmes n'avaient pas perdu ce savoir-faire. Voilà. Alors, autre question. Les Égyptiens, entre guillemets, les ducs de Petite Égypte, qui arrivent au XVe siècle en Europe occidentale, disent qu'ils étaient d'anciens Sarrasins. Donc, s'ils étaient d'anciens Sarrasins, c'est qu'ils ont été convertis à l'islam d'abord. Donc, s'ils ont été convertis à l'islam, probablement des affranchis. Étaient-ils donc des affranchis? S'ils étaient des affranchis et qu'ils étaient entre-temps convertis à la foi chrétienne, il faut savoir que là, ils sont considérés comme apostats et passibles de la peine de mort. Donc, sachant que les Ottomans arrivent, que les musulmans arrivent, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est fuir. Voilà. Alors, autre chose, la dernière question. Les Ottomans ont-ils été le vecteur de la migration des Roms vers les Balkans? Voilà les questions que je me pose, donc c'est qu'un début de réflexion. Et je conclurai en disant que, si tout ça peut être étudié à fond, il ne s'agirait plus de 5 siècles d'esclavage oublié, mais pour certaines familles de 8 siècles d'esclavage oublié. Voilà. Merci.